Il y a 2 ans tout juste, le 30 juin 2020, la ville de Hong Kong telle qu'on la connaît cessait d'exister. Ce jour est resté gravé dans le marbre comme celui de la mise à mort de la démocratie en Chine continentale. À Hong Kong, la loi de sécurité imposée par la Chine met brutalement fin à une exception démocratique. Il ne reste plus que Taïwan pour prouver qu'une alternative est possible à la toute-puissance du Parti communiste chinois. Mais pour Hong Kong, le glas de un État, deux systèmes a bel et bien sonné. Et contrairement à certaines prédictions, cette transition de pouvoir s'est faite dans le calme, sans aucune opération militaire d'ampleur, mais par le biais d'un vote au sein du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, le Parlement chinois. Dès lors, les libertés d'expression, de manifestation et d'association politique furent suspendues. Ces droits avaient pourtant été l'une des principales caractéristiques de Hong Kong ces dernières décennies. À partir du 1er juillet 2020, les réseaux sociaux, les maisons d'édition, les syndicats, les ONG et les universités sont dans la ligne de mire du PCC. Les manuels scolaires ne font même plus référence à la période coloniale. Beijing fait tout pour effacer la parenthèse démocratique hongkongaise. Les tribunaux et les forces de l'ordre sont désormais entièrement contrôlés par Beijing. Toute tentative de sédition, de subversion, de séparatisme ou de collusion donne lieu à présent à de lourdes peines d'emprisonnement, voire à la réclusion à perpétuité pour les cas les plus graves. Nouvelle peine de prison pour le patron de presse Jimmy Lai et 7 figures du mouvement pro-démocratie. Chang Han-dong, condamné à 15 mois de prison pour une veillée pour Tiananmen. Joshua Wong, figure du mouvement pro-démocratie, condamné à 10 mois de prison supplémentaire. Dans la foulée des manifestations en 2019, près de 10 000 personnes furent arrêtées et des milliers d'entre elles poursuivies. Depuis, les choses n'ont fait qu'empirer. Des dizaines d'opposants politiques ont été ciblés, parmi lesquels certains exerçaient même des mandats législatifs. Le PCC ne recule devant rien pour asseoir sa domination sur la ville. La police a même ordonné la fermeture du dernier journal d'opposition Apple Daily. Son patron, Jimmy Lai, a été condamné à une peine de 14 mois d'emprisonnement. Fin 2020, les gardes-côtes chinois avaient même intercepté un navire qui faisait cap sur Taïwan avec 12 opposants politiques à son bord. Le plus jeune avait 16 ans. À Hong Kong, tout part à volo. Et puis, histoire de bien faire passer le message, la Chine dicte un nouveau commandement à Hong Kong. Être patriote. Toute personne exerçant un mandat au sein du LECO, le Parlement, et s'opposant au PCC ou au gouvernement hongkongais peut être démise de ses fonctions. Après un quinquennat agité, Carrie Lam a quitté le pouvoir le 30 juin. C'est John Lee Ka-chiu, ex-secrétaire pour la sécurité, qui lui succède. Pour citer Carrie Lam, la loi sur la sécurité nationale est d'une remarquable efficacité. Le nouveau chef de l'exécutif hongkongais n'a virtuellement aucune opposition. D'ailleurs, la population hongkongaise désapprouve cette gouvernance. Les législatives de fin 2021 se sont conclues avec un taux d'abstention record. Législative à Hong Kong. Abstention historique pour un scrutin réservé aux patriotes. Où en est-on 2 ans après? Quels sont les atouts que Hong Kong a pu préserver? La dernière bataille. Hong Kong était supposé rester sous le régime d'un État, deux systèmes jusqu'en 2047. C'était du moins la promesse du PCC après la signature de l'accord de rétrocession avec le Royaume-Uni en 97. Un plan en plusieurs étapes qui devait s'étaler sur 50 ans et qui supposait des obligations du côté de Beijing. Pour ce faire, une sorte de constitution avait été adoptée, la loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong. Et c'est précisément sur ce texte que Beijing s'est appuyé pour mettre en œuvre sa loi sur la sécurité nationale. Hong Kong devra promulguer de sa propre initiative une ou des lois interdisant tout acte de trahison, de sécession, de sédition, de subversion contre le gouvernement populaire central ou de vol de secrets d'État, afin d'interdire aux organisations ou organismes politiques étrangers de mener des activités politiques dans la région et d'interdire aux organisations ou organes politiques de la région d'établir des liens avec des organisations ou organes politiques étrangers. Article 23 de la loi fondamentale. Cet article, c'est un cheval de Troie. Beijing avait pris des dispositions pour éviter que le statut spécial de Hong Kong ne devienne un facteur de déstabilisation pour l'unité nationale. Sauf que Hong Kong n'adopta jamais cette loi. Alors il y avait bien eu une tentative en 2003, mais près de 500 000 Hongkongais avaient manifesté et le régime communiste avait dû faire marche arrière. Puis, en 2014, près de 900 000 personnes ont participé au mouvement des parapluies en manifestant contre le projet de réforme électorale du PCC. En fait, la loi fondamentale disposait que les Hongkongais pourraient un jour élire leurs dirigeants au suffrage universel. Or, non seulement le conseil exécutif a décidé de ne pas appliquer ce type de suffrage pour les élections de 2017, mais en plus, ils ont proposé de supprimer définitivement cette proposition pour la substituer par une élection collégiale composée de patriotes choisis sur mesure. Alors pourquoi l'article 23 de la loi fondamentale pose tant de problèmes? Est-ce que les Hongkongais ont manqué à leurs obligations? Mais en fait, c'est un tout petit détail qui prend toute son importance, la notion de sa propre initiative. Beijing ignore complètement ce point pourtant crucial.
Et attention, c'est pas le Parlement hongkongais qui a proposé cette loi, c'est le PCC. Elle prévoyait spécifiquement que tout dissident hongkongais puisse être extradé et jugé par un tribunal de Chine continentale en contournant totalement le système judiciaire hongkongais. Or, on le sait, on s'en doute, les tribunaux chinois sont tout sauf neutres. Du coup, les protestations, elles ont été à la hauteur des enjeux. Plus de 2 millions de Hongkongais ont défilé dans la ville. Sur une ville de 7 500 000, ça fait quand même pas mal de monde. L'armée populaire de libération se déployait alors aux portes de la ville, mais n'intervint pas. Il s'agissait surtout d'envoyer un message de fermeté. L'armée chinoise se dit prête à protéger la sécurité de Hong Kong alors que les protestations se multiplient. Un commandant de l'armée populaire de libération dit que 10 000 soldats sont prêts à sauvegarder la souveraineté de la ville alors que Beijing met en garde contre la sous-estimation de la Chine. Mais c'est bien la police hongkongaise aux ordres de Beijing depuis des décennies qui, aidée de quelques renforts de Chine continentale, assura les opérations de maintien de l'ordre dans la ville. Alors pourquoi Xi Jinping a-t-il choisi ce moment précis pour reprendre le contrôle de Hong Kong ? Évidemment, c'est pas un hasard. Xi Jinping est un fin stratège. La pandémie était un prétexte parfait pour mater l'opposition et les manifestations qui s'en suivraient dès lors que la population comprendrait les intentions de Beijing. Ils commencèrent par interdire tout rassemblement dépassant plus de 8 personnes. Bien entendu, il s'agissait d'une mesure de distanciation sociale pour éviter la propagation du virus, le virus de la démocratie. Ensuite, faut pas oublier que dans quelques mois aura lieu le 20e congrès du PCC qui a lieu tous les 5 ans et au cours duquel sera jugée la capacité de Xi Jinping de rester au pouvoir et de continuer à gouverner le pays. Il a dans ce cas tout intérêt à faire preuve de fermeté et de montrer qu'il a la poigne. Et puis il faut le dire, la communauté internationale était très concentrée sur la contention de la pandémie. Mis à part quelques discours d'indignation, les Hongkongais n'ont pas reçu beaucoup de soutien des Occidentaux. Xi Jinping a saisi une opportunité qui ne se représenterait sûrement pas de son vivant. Normal, il aurait fallu attendre 27 ans de plus pour pouvoir achever la réunification de Hong Kong avec la Chine continentale. Il y a bien une initiative qui sort du lot, c'est celle du Royaume-Uni qui a proposé d'offrir une sorte de semi-citoyenneté à tous les ressortissants hongkongais qui le souhaiteraient. En fait, Londres peut accorder le statut de ressortissant britannique d'outre-mer aux Hongkongais nés après la reddition de la colonie à la Chine en 97. Les Hongkongais nés avant 97 peuvent eux aussi bénéficier d'un passeport britannique qui leur ouvre le droit de résider et de travailler au Royaume-Uni durant 5 ans avant de pouvoir prétendre à la citoyenneté pleine et entière. Les autorités chinoises ont tout de suite réagi à l'annonce de cette décision en faisant part de leur indignation et de leur intention de sanctionner les propriétaires de ces passeports. Mais dans les faits, ils n'ont pratiquement aucun moyen de savoir qui détient ce type de passeport. Cette décision de la part de Downing Street est louable et a eu le mérite de saper provisoirement la dangerosité des menaces de Beijing. Mais ça n'a pas suffi à empêcher la prise de Hong Kong. Les tentacules du PCC. Beijing n'a aucun scrupule à déployer toutes ses ressources de superpuissance pour influencer sur la vie politique et économique d'États tiers. Même en France, ils ont recours à l'espionnage en retournant des agents de la DGSE ou en sollicitant l'aide d'étudiantes chinoises ayant été poussées dans les bras de matelots français. 2 ex-agents de la DGSE condamnés pour trahison au profit de la Chine. Le renseignement militaire s'inquiète des mariages entre militaires bretons et jeunes chinoises. Espionnage, un mystérieux bâtiment chinois découvert près de Paris. Et parmi ces agents d'influence, il y en a un qui a fait défection en Australie après avoir reconnu publiquement qu'il avait tenté d'influer sur les élections taïwanaises de 2020. Les élections taïwanaises plongées dans la tourmente après les aveux d'un espion chinois présumé. Taïwan a détenu 2 cadres chinois concernant des allégations d'ingérence électorale. Le pays a proposé un projet de loi anti-espionnage après les aveux de Wang Liqiang. Wang Liqiang a reconnu avoir participé à un réseau clandestin pour empêcher l'indépendantiste pro-démocrate Tsai Ing-wen d'être réélu. Il s'était fait passer pour un Sud-Coréen avec un faux passeport. Mais auparavant, il avait travaillé dans les services de renseignement du PCC entre 2014 et 2019 et s'était spécialisé sur Hong Kong et Taïwan. Voilà ce qu'il a admis aux autorités australiennes. Des étudiants pro-chinois se sont infiltrés dans toutes les universités hongkongaises, y compris les associations d'étudiants. Wang Liqiang, ex-espion de Chine populaire. Certaines sources estiment que ce sont près de 80 000 personnes qui se sont infiltrées dans des institutions hongkongaises tout au long de ces décennies pour faciliter la passation de pouvoir en décrochant des postes clés. Bon, ça c'était pour le volet politique. Revenons au cœur de métier de l'économie hongkongaise, son centre financier. Le Wall Street asiatique.
La ville, qui fut une colonie britannique jusqu'en 97, était une enclave importante pour le commerce et la finance. Son système juridique garantit une certaine sécurité vu qu'il est fondé sur le common law, le modèle juridique britannique. La ville misait tout sur la liberté des flux de capitaux, de marchandises et de travailleurs, combinée à une fiscalité avantageuse et à l'adoption de l'anglais comme langue des affaires. Et c'est son statut de porte d'accès au marché chinois qui a consolidé sa position dominante comme marché boursier en Extrême-Orient, aux côtés de Tokyo et juste derrière Londres et New York. Au point qu'en 2019, la bourse de Hong Kong a levé plus de fonds que le Nasdaq ou la bourse de Shanghai. En fait, Hong Kong est si stratégique qu'il bénéficie d'un statut douanier spécifique. Les États-Unis ont adopté en 92 la Hong Kong Policy Act qui distingue la ville du reste du pays et qui garantit la convertibilité de sa devise. On a aussi des accords de coopération entre la SEC pour Securities and Exchange Commission, l'organisme états-unien de contrôle des marchés financiers, et son homologue hongkongais. La plupart des institutions mondiales dans les secteurs bancaires et financiers traitent les sociétés et les organisations hongkongaises comme des partenaires de premier plan sans tenir compte de la spécificité de son statut de semi-autonomie vis-à-vis de la Chine. C'est ce qui a permis l'émergence d'un écosystème compétitif et performant. La caractéristique la plus importante de la place boursière hongkongaise, c'est que depuis 1983, sa monnaie, le dollar hongkongais, est adossée au dollar états-unien avec des réserves de plus de 460 milliards de dollars. Avec 163 banques internationales implantées à Hong Kong, 13% de la population active hongkongaise travaille dans la finance, un secteur qui représente 26% de l'économie hongkongaise. On change d'échelle et on regarde l'importance de Hong Kong pour la Chine entière. Une interdépendance ambiguë. Le poids de Hong Kong dans l'économie chinoise a beaucoup baissé ces 3 dernières décennies. Alors qu'en 1993, la ville représentait 27% de l'économie chinoise, ce chiffre est inférieur aujourd'hui à 3%. Depuis 2019, le PIB de Shenzhen a dépassé celui de la ville de Hong Kong. C'est pas tant sa taille que son système administratif qui explique l'influence de Hong Kong sur le reste du système bancaire chinois. Même si la ville a basculé sous la coupole du régime communiste, ses institutions bancaires sont restées relativement protégées. Les tribunaux de commerce, les régulateurs et l'autorité monétaire sont toujours relativement indépendants. Pareil pour le secteur privé, les banques, les cabinets de conseil, les fonds d'investissement, les startups dans la fintech. Business as usual. Et c'est ça qui fait la force de Hong Kong. Son système financier fait le pont entre le système financier occidental, qui se caractérise par la libre circulation des capitaux, de l'information et par sa sécurité juridique, et celui de la Chine populaire, très important en volume, mais bridé par Beijing. En Chine populaire, les flux de capitaux sont encore très contrôlés et les tribunaux sont pas tout à fait indépendants. Donc en gros, Hong Kong a une double utilité. D'une part, les entreprises internationales peuvent espérer accéder, du moins partiellement, à l'énorme marché de Chine continentale. De l'autre, les Chinois peuvent y lever des fonds, y compris en dollars, ce qui est indispensable pour espérer étendre son activité à l'international. On compte pas moins de 421 entreprises d'État chinoises cotées à la bourse hongkongaise. Hong Kong n'est pas seulement le principal coffre-fort de dollars en Asie, c'est aussi le principal marché pour acheter des renminbi, des yuan, la devise chinoise. Avant la pandémie, sur les 74 milliards de dollars que les entreprises chinoises ont levés en bourse, plus de la moitié provient des marchés financiers hongkongais. Leur poids est colossal, elles représentent 80% de la capitalisation totale de la place boursière hongkongaise. Toujours avant la pandémie, d'après Morgan Stanley, en 2018, plus de 60% des IDE en Chine avaient été réalisés par le biais des marchés financiers hongkongais. La fin d'une ville-monde. Fin 2020, c'est l'affaire Ant Financial. C'était censé devenir la plus grosse entrée en bourse de l'histoire. Quelques jours seulement avant cette opération financière inédite, Jack Ma, son fondateur, a critiqué le régime communiste au cours d'une conférence. Sanction immédiate. La décision est venue de tout en haut. L'introduction en bourse a été suspendue et Jack Ma a disparu durant 2 mois avant de réapparaître tout de suite plus conciliant et élogieux du PCC. Je vous rappelle quand même que c'était l'un des hommes les plus riches de Chine. Cette toute-puissance du parti communiste sur les affaires économiques du pays, même à Hong Kong, a énormément refroidi les acteurs économiques étrangers. Je ne sais pas de quoi l'avenir de Hong Kong sera fait, mais je suis presque sûre que ce ne sera pas un centre financier mondial. Hong Kong est désormais le centre financier de la Chine. Alicia Garcia Herrero, chef économiste Asie-Pacifique chez Natixis.
Le risque pour Beijing de voir son centre financier reculer en importance, c'est d'affaiblir son marché de devises, d'augmenter le coût et l'emprunt pour les entreprises cotées à la bourse hongkongaise et de limiter les IDE. Les autorités chinoises, elles, font l'autruche. Elles essaient de mettre en avant des projets de places boursières en Chine continentale comme celle de Shenzhen ou celle de Shanghai, mais le fait est que celle de Hong Kong reste la plus importante et la plus historique. Le rôle de Hong Kong reste donc primordial dans l'économie de la Chine continentale. Son érosion pourrait entraîner des ennuis sérieux pour la croissance chinoise. Ce dont la Chine, Hong Kong et la communauté internationale ont le plus besoin, c'est la stabilité et le retour à l'ordre à Hong Kong. Si la loi et l'ordre peuvent être maintenus, le monde entier continuera d'investir dans cette région. Wang Huiyao, conseiller du gouvernement central chinois et président du Centre pour la Chine et la mondialisation. Aujourd'hui, le danger pour Hong Kong, c'est le duel entre les États-Unis et la Chine et ses conséquences géopolitiques. Depuis que la Fed a rehaussé ses taux d'intérêt, Hong Kong fait face à une fuite des capitaux. Les investisseurs se débarrassent de leurs dollars hongkongais au point que l'autorité monétaire de la ville a dû acheter 18 milliards de dollars hongkongais pour contrecarrer les effets de cette hémorragie. La Maison-Blanche a très récemment annoncé étendre l'application de son arsenal de sanctions économiques contre les dignitaires du parti et leurs complices à Hong Kong. Des sanctions justifiées selon Washington par la menace que représenterait la mise au pas de Hong Kong par les autorités chinoises pour les intérêts vitaux des États-Unis. Il ne faut pas négliger l'attractivité de la ville qui a réellement perdu de sa superbe. Les libertés individuelles sont restreintes, le climat d'affaires s'est détérioré et les mesures prises durant la pandémie étaient très strictes. La ville compte de moins en moins d'étrangers, même si l'impact sur l'économie d'un exode massif de sa communauté expat n'est pas très important. Et puis de toute façon, Hong Kong peut très facilement remplacer ses talents expats par des talents venus de Chine continentale. À Hong Kong, la fuite des cerveaux s'accélère. En fait, c'est le coût élevé d'une relocalisation qui a découragé de nombreuses entreprises de transférer leurs opérations hors de Hong Kong. Mais un tiers des compagnies d'assurance internationales envisagent de déplacer leur siège régional hors de la ville. Hong Kong risque de perdre des sociétés du fait de la gluanterie, menaçant ainsi son statut de hub international, prévient un conseiller. Une autre enquête a révélé que 9 sociétés sur 10 du groupe Asia Securities Industry and Financial Markets Association rencontrent des difficultés avec le nouvel environnement réglementaire, dont Goldman Sachs et JP Morgan. La moitié d'entre elles envisagent de réduire leur effectif hongkongais. Ça va faire 2 ans maintenant que les commémorations du massacre de Tiananmen sont interdites. Le régime espère réussir à effacer l'événement de la mémoire collective comme il y est parvenu en Chine continentale, qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Il y a quelques jours, Xi Jinping réalisait sa toute première visite extraterritoriale depuis le début de la pandémie pour superviser la passation de pouvoir entre Carrie Lam et John Lee Ka-chiu. Le président chinois Xi Jinping, en visite historique à Hong Kong, confirme l'importance du principe « un pays, deux systèmes ». Il a déclaré à cette occasion qu'il était très attaché au principe d'un État, deux systèmes. Surprenant quand on se repasse le film de ces 3 dernières années. Et puis objectivement, quel intérêt en fait? Seuls 2% des Hongkongais nés après 93 se sentent chinois. D'autres villes rêvent de se substituer à Hong Kong. Les alternatives les plus crédibles, Singapour, Tokyo et Shanghai. Mais elles ont chacune des contraintes. On fera l'état des lieux en 2047 et peut-être même avant. Merci et à la prochaine.